Merci à tous, je suis heureux que vous soyez là. Je me réjouis d'accueillir un grand nombre d'entre vous à notre siège la semaine prochaine pour les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée par Anna Verde, notre directrice générale des opérations. Anna est ma partenaire depuis mon arrivée et elle a contribué à la mise en œuvre de bon nombre des réformes dont nous avons discuté en avril, y compris les travaux relatifs à notre nouveau tableau de bord institutionnel dont elle parlera en plus grand détail. Avant de répondre à vos questions, nous souhaitons aborder 3 points. Premièrement, nous voulons vous informer rapidement sur les résultats de travail que nous avons accomplis au cours des 16 derniers mois et plus particulièrement depuis notre rencontre lors des réunions de printemps. Deuxièmement, nous voulons partager avec vous des informations sur notre nouveau tableau de bord institutionnel que je viens d'évoquer à l'instant. Et enfin, nous voulons vous donner un bref aperçu de ce que vous pouvez attendre de nous au cours des assemblées annuelles la semaine prochaine. Alors, lorsque j'ai rejoint la banque il y a 16 mois, vous vous en souvenez, je suis arrivé avec pour mandat de la part de nos actionnaires et de nos clients de préparer l'évolution de cette institution accompagnée du personnel dévoué de la banque. Pendant cette période, nous avons poursuivi notre trajectoire vers ce que nous appelons une meilleure banque. Nous avons essayé de faire avancer les choses le plus rapidement possible. Et je pense que nous avons réalisé des améliorations significatives dans l'ensemble de l'institution. Alors, il reste évidemment du travail à faire, mais je suis encouragé par le fait que nous avançons dans la bonne direction, ponctué de jalons mesurables, et je suis également conscient que le chemin à parcourir nécessitera une adaptation constante aux exigences du monde, car notre monde est en mutation permanente. Commençons donc par la vitesse. Devenons une meilleure banque, une banque plus leste et plus souple, plus rapide. Comme vous le savez, nous avons réduit le délai moyen d'approbation des projets de 19 à 16 mois. Nous nous efforçons à présent d'atteindre un délai de 12 mois. C'est l'une des choses que nous commençons à voir se manifester dans la réalité. Par exemple, en utilisant une approche de plateforme, Anna et son équipe ont pu approuver un ensemble de projets de santé qui présentent des caractéristiques similaires. Le Burundi, la RDC, le Malawi, le Rwanda et la Zambie ont des caractéristiques semblables. Et tous ces projets ont été approuvés en moins de 100 jours chacun. La RDC et le Burundi donnant le ton avec 30 jours de préparation record. Alors, dans la région du Pacifique, où il y a peu de temps, nous avons pu lancer un projet de soutien aux banques correspondantes dans 7 pays qui a été approuvé en 10 mois, et ce en deçà du seuil de 12 mois. D'autres projets prennent malheureusement plus de temps, mais la moyenne diminue, et c'est là notre objectif. En ce qui concerne notre deuxième tâche, qui consiste à être une meilleure banque, la simplicité est essentielle. Au début de l'année, nous avons nommé 20 représentants nationaux conjoints pour la BIRD et l'IFC et la MIGA. Et évidemment, tout se passe bien. Nous sommes optimistes quant à notre capacité de pouvoir prolonger cette approche alors qu'elle n'est qu'à ses tout débuts. Ce que nous constatons, c'est que le changement suscite un nouveau niveau de collaboration entre notre direction et le personnel. Nous avons également poursuivi notre travail d'élargissement et d'approfondissement des partenariats avec d'autres banques multilatérales de développement. À ce jour, nous travaillons sur des projets spécifiques avec la Banque interaméricaine de développement, la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque asiatique de développement d'investissement pour les infrastructures. Il s'agit donc d'un ensemble de 10 projets. Nous avons également créé une plateforme de cofinancement en ligne qui permet à toutes les BMD de partager facilement des projets en vue d'un financement conjoint et nous avons discuté de certains d'entre eux en toute sécurité et en toute transparence. Cette plateforme a permis de réduire la charge administrative et les coûts de transaction, de mieux coordonner les financements entre les BMD, qui sont très souvent des projets financés conjointement sur le terrain, et de créer un plus grand impact sur le développement en seulement 6 mois. Nous avons maintenant 85 projets en cours de réalisation et les premiers commencent à bien fonctionner. En ce qui concerne la banque de savoir et de connaissances, nous avons remanié la structure et en conséquence, nous avons maintenant des personnes en place qui dirigent chaque secteur vertical pour l'ensemble de l'institution. Pour rappel, ces verticales sont les suivantes: population, planète, prospérité, infrastructure et numérique. Chacune d'entre elles a des compétences clairement définies, mais elles sont liées par un mandat commun qui consiste à mettre en connaissance nos connaissances et notre expertise au premier plan de notre modèle axé sur les pays. Et il devrait participer à la création de cadres de partenariats nationaux avec Anna à la tête de la BIRD, Mokhtar à la SFI ou à l'IFC, Hiroshima à la MIGA, et il devrait ensuite créer des projets bancables et aider à les mettre en œuvre. L'idée est de leur fournir des capacités au gouvernement client. En ce qui concerne notre financement et notre travail autour du cadre d'adéquation de fonds propres, c'est le deuxième pilier de notre banque. Mardi dernier, nous avons annoncé un ensemble de mesures financières qui renforceront notre capacité de prêt et rendront les prêts de la BIRD plus abordables pour les pays à revenus intermédiaires. Les 2 éléments clés annoncés sont: tout d'abord,
Nous avons abaissé notre ratio minimum de prêt sur fonds propres de 19 à 18%. Vous vous souvenez que nous nous sommes passés de 20 à 19 avant les réunions de printemps de l'année dernière, ce qui génère une capacité de prêt significative. Cela s'ajoute donc à toutes les actions antérieures d'optimisation du bilan, c'est-à-dire les types de ratios de prêt sur fonds propres, mais aussi les nouveaux financements. Et tout cela était financé par nos actionnaires. Nous avons donc atteint un environ 150 milliards de capacité de financement supplémentaire au cours de la prochaine décennie et le travail se poursuit pour trouver d'autres améliorations et une optimisation supplémentaire de notre bilan. Voilà qui est excellent. Deuxièmement, nous avons pris des mesures importantes concernant la tarification des prêts de la BIRD afin que les pays à revenus intermédiaires qui nous empruntent puissent le faire à de meilleures conditions. Je pense que cela aidera des pays comme l'Inde, l'Indonésie, la Turquie et même les États de l'Inde. Lorsque des financements plus abordables seront associés aux connaissances de la Banque mondiale, cela permet de créer un moteur particulièrement puissant. Le développement et une partie de l'ajustement des prix permettront aux petits États, ceux qui sont déjà éligibles et admissibles aux clauses de dette résilientes au climat que vous connaissez, d'emprunter au niveau de prix le plus bas, ce que nous offrons chez les BMD et autres. Alors pour ce qui est de notre tableau de bord, par les résultats de notre travail, eh bien là, il y a beaucoup d'autres choses qui seront mesurées par ce nouveau tableau de bord institutionnel. C'est ce que nous essayons de partager avec vous pour la première fois aujourd'hui. Anna va vous présenter les détails, mais je voudrais vous expliquer pourquoi c'est important. Ce tableau de bord est notre instrument de mesure de la responsabilité et de la transparence. C'est un point de repère autour duquel nos équipes peuvent se rassembler, se réunir et travailler. Et c'est pour cette raison que de nombreux mois ont été consacrés à l'élaboration de ce tableau de bord ciblé qui, pour la première fois, est partagé par l'ensemble de l'institution. Alors, ce tableau de bord a été simplifié et passe maintenant de 150 éléments à 22 indicateurs. Elle est beaucoup plus axée sur les résultats et pas seulement sur les intrants. Il ne s'agit pas que de réduire notre ambition, mais de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nous donnons à notre personnel les moyens de s'engager, de s'impliquer de manière significative et de voir l'impact de son travail. Et surtout d'éviter de se perdre dans une mer de données, ce que j'appelle la tyrannie des petites choses. Cet ensemble simplifié d'indicateurs nous permet de mieux évaluer nos progrès. Et je pense que cela alimente le changement de culture et nous sommes tous au volant, je dois dire. Et cela renforce notre approche à l'échelle de l'institution et concentre nos efforts collectifs pour maximiser l'impact. Une pomme, c'est orienté vers les résultats. Alors donc, comme je l'ai dit, nous ne nous contentons plus de mesurer les données d'entrée. Alors, lorsque je parle de nombre de projets par dollar, évidemment, c'est essentiel, mais nous devons également mesurer comment nous savons notre performance, comment on se sert de notre bilan. Deuxièmement, le tableau de bord alimente la transparence et la responsabilité. Mais les données qui la sous-tendent et les formules sont toutes publiques. Et nous espérons ainsi donner aux actionnaires et à nos clients et aux contribuables la possibilité de voir clairement l'impact que nous produisons et les domaines dans lesquels nous devons faire plus. Alors, troisièmement, je pense que cela contribue à unifier les institutions au sein de la Banque mondiale. En se concentrant sur les résultats plus larges qui nécessitent que plusieurs départements et institutions travaillent ensemble, je pense que cela favorise une plus grande collaboration au sein de l'organisation. Aujourd'hui, nous allons publier les résultats de référence pour 20 de ces indicateurs. Nous partageons également les formules que nous utilisons. J'aimerais demander d'ailleurs à certains de passer en revue ces résultats initiaux. Et d'ailleurs, Anna va le faire, elle mettra en évidence des domaines concernés. L'intérêt particulier, c'est que là, on a un véritable partenaire. À vous, Anna. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous tous aujourd'hui. Et en fait, il y a tout juste un an, après les réunions annuelles de Marrakech, nous avons lancé un nouveau tableau de bord. Et je suis très heureuse de vous annoncer que nous publions aujourd'hui la première série de résultats pour ces 20 indicateurs. Je voudrais faire aujourd'hui d'abord partager avec vous l'évolution de ces indicateurs et pour illustrer les progrès que nous enregistrons, mais aussi les lacunes que nous avons dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la sécurité. J'ai pensé que la meilleure façon de le faire était de vous donner un exemple dans 3 domaines différents. Et j'aimerais maintenant commencer par un étudiant bénéficiant d'une meilleure éducation. Par meilleure éducation, nous n'entendons pas seulement les étudiants qui vont à l'école, ce qui est bien sûr important, mais aussi l'apprentissage proprement parlé. Et d'ailleurs, là, nous avons vraiment l'intention de mettre l'accent sur ceci. Donc l'apprentissage à proprement dit, comme je l'ai dit, notre tableau de bord montre que les projets en cours de mise en œuvre touchent quelques 350 millions d'élèves pendant la durée de vie de ce programme. Mais ce qu'il montre aussi, parce que nous avons maintenant une vision plus détaillée des données grâce à ce tableau de bord, c'est qu'il nous faut encore atteindre plus de pays où il y a un apprentissage, où ils apprennent. La pauvreté y est particulièrement élevée, justement. Et il s'agit donc d'une information perspicace qui nous permet de continuer à cibler et à nous concentrer sur les domaines où nous devons faire davantage.
Je voudrais parler d'un autre domaine important, à savoir le nombre de bénéficiaires des programmes de protection sociale tels que les transferts d'espèces, d'argent et par exemple là encore dans le cadre de projets actifs. Le tableau de bord nous montre que nous atteindrons plus de 260 millions de bénéficiaires avant la clôture de ces projets. Et encore une fois, un regard sur les données plus détaillées montre qu'il semble que nous toucherons autant les hommes que les femmes, ce qui est évidemment une très bonne chose. Enfin, en termes d'émissions nettes de gaz à effet de serre, nos projets en cours devraient permettre de réduire de plus de 300 millions de tonnes les émissions de CO2 avant leur clôture. Pour vous donner une idée de la signification de ce chiffre, c'est à peu près l'équivalent des émissions annuelles d'un quart de toutes les voitures de l'Union européenne. Alors là, toutefois, les émissions de nombreux pays du monde continuent d'augmenter, et nous le savons, et nous devons donc poursuivre nos efforts dans ce domaine. Ces informations nous montrent où nous progressons et où nous avons justement encore des progrès à faire. Elles nous permettent de prendre de meilleures décisions et d'informer les programmes nationaux. En d'autres termes, en plus de la transparence et de la responsabilité que le tableau de bord apporte, c'est aussi un outil de gestion très utile qui nous permet de nous assurer que notre travail est efficace et a un impact et des résultats pour les populations du monde entier. Je m'en tiendrai là pour l'instant et vous redonne la parole à Jai. Merci. Très bien, merci beaucoup Anna et merci pour ce bref résumé. Avant de passer aux questions, tournons-nous vers la semaine prochaine. Alors, tout au long de nos réunions annuelles, la semaine prochaine, vous allez voir les progrès que nous avons réalisés dans le cadre de notre programme de réforme. Vous allez voir comment cela nous permet de viser une plus grande échelle et surtout un plus grand impact. Et vous allez voir ce qu'il se profile à l'horizon pour le groupe de la Banque mondiale. Tel est l'objectif. Certains éléments de ces thèmes feront partie d'une conversation avec le secrétaire d'État sur le statut de l'évolution de la banque dans le cadre de nos événements phares de mercredi et de jeudi prochain. Et là, au cours desquels nous pensons que vous établirez votre ambition et notre ambition en matière d'agro-industrie et dévoilerez une partie de notre nouvelle stratégie en matière d'égalité des sexes. Ces deux éléments sont au cours de notre mission et nous sommes une fois de plus l'un des grands partenaires de ce travail. Vendredi, lors de la séance plénière, j'ai hâte de tourner la page et de présenter notre nouvelle vision et surtout ce que nous avons comme point de mire pour la suite des travaux. Alors là, je me réjouis de vous retrouver un grand nombre pendant ces assemblées annuelles. Sur ce, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Allez-y. Je m'appelle Advanced Eldinger de Devex et la question que j'avais est que j'ai entendu que vous avez dit que vous avez réduit le ratio prêt-fonds propre d'un autre pourcent jusqu'à 18% cette semaine. Mais si vous regardez le ratio réel entre les capitaux propres et les prêts au cours des 2 dernières années à la BIRD, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de baisse. Je pense que pour 2024, de quelques 21,5%. Donc, en fait, ma question est la suivante. Pourquoi n'utilisez-vous pas cette marge de manœuvre supplémentaire dont vous pensez disposer aujourd'hui et à quelle vitesse pouvez-vous commencer à prêter ce capital? Oui, certes, c'est vrai. De deux choses l'une, si vous regardez nos prêts actuels, ils augmentent chaque année et dans des proportions raisonnables. Le défi est de savoir pourquoi nous n'utilisons pas justement chaque dollar au maximum, et cela est en partie lié au fait que les projets ne seront pas lancés en un mois, 2 mois ou un an. Il y a beaucoup de travail à faire auprès des pays pour s'assurer que nous sommes tous d'accord et sur la même page sur ce sur quoi nous travaillons, mais aussi pour que ces projets, comme je l'ai mentionné, puissent être financés, qu'ils soient bancables. N'oubliez pas que les pays avec lesquels nous travaillons, pour un certain nombre d'entre eux, ont des inquiétudes quant à leur capacité à prendre une idée qu'ils aimeraient justement mettre en œuvre et à la convertir. Donc tous les détails qui entrent dans la composition d'un projet qui peut ensuite être approuvé par un conseil, qui doit être ensuite approuvé à son tour par le pays, les parlements et les congrès, qui doit être ensuite converti en marché public et en argent, vous vous rendez compte, l'argent commence à être distribué, il y a donc un décalage dans le temps que l'on voit apparaître au fil du temps. Mais si vous voulez vous poser ces questions à Anna, elle vous donnera davantage de détails. En fait, tout cela se voit tiré par la demande et non pas seulement que par l'offre. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'offre et de capital, comme je l'ai dit, mais voilà, Anna vous donnera plus de détails. Merci beaucoup. J'avais juste une question générale, disons, d'ensemble, sur les assemblées, sur les réunions annuelles, la semaine prochaine, les thèmes des réunions qui vont être discutés cette semaine. Il est évident qu'il y aura pas mal de préoccupations qui vont être exprimées. Quant aux prochaines élections américaines à venir très bientôt, la question de savoir si elles entraîneront un revirement de la politique américaine, le potentiel de guerre commerciale, les changements au niveau de politique climatique et ce genre de choses. Il y a des guerres qui font rage et qui pourraient également s'étendre davantage au Moyen-Orient et en Ukraine. La croissance est lente, l'endettement dans de nombreux pays est particulièrement élevé
Je me demande donc quel sera votre message justement en plein milieu de toutes ces préoccupations, de toutes ces inquiétudes. Vous voyez, comment allez-vous, comment dirais-je, en quelque sorte, comment est-ce que vous allez vous concentrer, mettre l'accent sur ce que nous essayons de faire et ce que vous essayez de faire en tant que groupe de la Banque mondiale et justement pour la refonte de ces banques, justement, comme vous avez dit. Vous savez, David, en fin de compte, ce sont des défis que vous décrivez qui sont des défis actuels de notre monde. Ce que je vous dirais, c'est que chaque fois que nous revenons 5 ou 10 ans en arrière, il y a des circonstances très difficiles dans le monde. Et tous les 5 à 10 ans, il y a quelque chose qui est tout à fait clair. Nous en sortons et mon objectif, justement, pendant l'assemblée annuelle, est de me concentrer sur ce que la banque peut faire pour être un bon acteur alors que nous nous frayons un chemin à travers certains de ces défis et de ces remous. Et là, qu'il s'agisse de la dette ou de la liquidité, eh bien là, pour ce qui est de tout ce que nous devons faire, comme vous le savez, fournir des liquidités à certains des pays les plus pauvres qui ont des problèmes et qui sont touchés par un fort endettement. Donc là, je pense que c'est quand même une bonne chose que d'approcher cela de cette façon. Ce que nous pouvons faire dans le domaine du développement et de la croissance, parce que je crois que là, l'emploi est le meilleur moteur de la lutte contre la pauvreté. Et là, ce que nous devons continuer de faire, justement, c'est continuer à tenir les promesses que nous avons faites quant au financement du climat ou évidemment par rapport aux promesses que nous avons faites dans le domaine des soins de santé. Alors évidemment, dans ce genre de débat et main dans la main avec le secteur privé qu'il conviendra de mobiliser et dont il faudra tirer pleinement parti, là, l'emploi, encore une fois, et l'emploi toujours. Et d'ailleurs, là, le président s'était concentré sur un certain nombre, l'ancien président s'était concentré sur un certain nombre de partenariats. Voilà le point de mire. Et l'énergie aussi est un élément essentiel. Le monde est ainsi fait et au jour d'aujourd'hui, ce que nous voyons déjà, ce à quoi nous assistons, qui fait partie des problèmes, nous le savons, eh bien, je voudrais profiter des assemblées annuelles pour aller encore plus loin, pour procéder par plus grandes enjambées, main dans la main avec le FMI, et maintenant, avec évidemment sa directrice générale, ce qu'elle fait, et évidemment, je l'accompagne, nous avons un certain nombre d'actions dans ce sens et nous essayons d'atteindre le maximum possible. C'est ce que nous essayons de faire et encore une fois, je crois que nous avons réalisé beaucoup de progrès. Je vous remercie, merci d'avoir répondu à ma question et de me donner la parole. Je voudrais revenir sur la question de David et tout particulièrement sur la partie concernant les élections américaines. Et je pense que là, nombreux sont ceux qui veulent savoir comment se déroulent vos conversations en interne à la Banque mondiale quant aux élections à venir, en particulier compte tenu du fait qu'il n'y a pas, enfin, par rapport au compte rendu, au rapport que nous écoutons, et quant à une éventuelle administration Trump, euh, les rapports nous montrent que les prochaines administrations seraient enclines à se retirer de la banque, ou peut-être une administration Trump plutôt, se retirer de la Banque mondiale et du FMI. Je sais que c'est lié au projet 2025 et auquel le président a dit qu'il n'était pas associé, mais on en parle beaucoup et je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez justement à propos de la notion de changement de fond en comble de la participation des États-Unis à la Banque mondiale et FMI. Pour être clair, ne nous passons pas de temps à la Banque mondiale à discuter du résultat des élections américaines avant qu'elle n'ait eu lieu. En fait, ce n'est pas un sujet abordé lors de nos réunions du tout de direction ou même lors de conversations privées, car il ne sert à rien de spéculer sur quelque chose quand on ne sait pas vraiment quel sera le résultat. Le fait est que David et moi en parlions l'autre jour. Le fait est que c'est au cours du dernier mandat du président Trump que la BIRD a obtenu une augmentation du capital et une augmentation substantielle. Commençons donc par les faits. Deuxièmement, de ce fait, le fait que cette institution peut recevoir des contributions d'actionnaires donateurs, qu'il s'agisse de l'IDA, où nous pouvons prendre 1 $ et en faire 4 grâce à nos emprunts à effet de levier sur le marché obligataire auprès d'investisseurs privés et grâce à notre notation AAA, ou qu'il s'agisse de la BIRD, où en fait il s'agit d'une contribution allant jusqu'à 1,5 milliard d'euros. Donc là, parce que là, dans le cadre de la BIRD, nous n'accordons pas de subventions. Et le dominateur est donc différent de ce genre de travail où j'ai vu mobiliser plus qu'1 $. Mais il y a des plans pour en faire plus avec ce genre de choses qui ne correspond exactement à ce que les deux administrations possibles aimeraient faire. La question qui se pose alors est de savoir comment les nuances de chaque administration seront différentes. Comment cela va-t-il se nuancer? Je ne le sais pas encore, évidemment, et je ne vais donc pas spéculer sur la façon de les traiter. Lorsqu'une administration sera en place, eh bien, je le traiterai à ce moment-là comme il se doit, c'est-à-dire avec transparence et en leur disant ce que je fais et pourquoi je le fais. Merci beaucoup. Alors, moi, je voulais vous demander à tous deux, justement, si vous êtes engagés dans un nouveau cycle de remise de dette et si vous ne l'êtes pas,
Pourriez-vous expliquer pourquoi vous pensez que la remise de dette n'est pas en tête de votre agenda pour le moment, n'est pas une priorité fondamentale? Vous avez beaucoup parlé de liquidité, vous avez parlé beaucoup de surendettement. Je me demandais comment, justement, dans l'immédiat, vous pourriez donner au pays une certaine marge de manœuvre pour dépasser l'argent qu'ils n'ont pas actuellement parce qu'il est destiné à soutenir le financement de leur dette, justement. En fait, pour être tout à fait clair, répond Ajay, il faut comprendre ce que nous faisons. La nature de la dette, tout d'abord, a complètement changé par rapport au système précédent où il s'agissait davantage du Club de Paris et de cette formule de la dette ou de cette forme de dette. Aujourd'hui, il y a la dette bilatérale, la dette commerciale, qui sont toutes deux beaucoup plus importantes qu'elles ne l'étaient auparavant en tant que ratio de la dette totale de ces pays dans la plupart des cas. Elles pourraient en fait même être plus importantes que ceux des pays du Club de Paris, justement, et ce qu'ils ont mis sur les marchés. C'est donc une remise, en fait, mais c'est quelque chose de très différent par rapport à antérieurement. Ce n'est pas nous qui remettons la dette, mais c'est l'ensemble des créanciers qui doivent accepter la décote, quelle qu'elle soit, au fur et à mesure qu'ils s'efforcent de profiler la dette de ces pays que vous devez récupérer, n'est-ce pas? C'est ce que la table ronde mondiale sur la dette souveraine s'efforce de faire. Le cadre commun du G20 a pour but d'aider les 4 pays qui ont choisi d'y participer, le Ghana, le Tchad, l'Éthiopie et la Zambie, à surmonter les difficultés parce que les différents créanciers n'ont pas pu le faire. Vous voyez? Et donc ceux-ci ne pouvaient pas se mettre d'accord simultanément ou ensemble sur le niveau auquel $1 serait escompté en termes de sens dans leur nouveau profil de dette. Donc cela a été difficile, mais certains des pays les plus récents l'ont fait quand même plus rapidement, ainsi comme vous le disiez, le Ghana l'a maintenant approuvé, la Zambie, et non, le Tchad et l'Éthiopie n'en sont pas encore là. Qu'avons-nous fait de ces 4 pays entre-temps? Eh bien, la Banque mondiale est la seule institution qui a donné de l'argent à ces pays. Les pays, donc 16 à 17 milliards au cours de ces années, sont allés à ces 4 pays, dont la moitié était une subvention très simple, c'est-à-dire sans remboursement et sans intérêt. L'autre moitié était assortie de conditions très favorables. En fait, ce que nous faisons, c'est que nous leur donnons la bouée de sauvetage dont ils ont besoin. Qu'il s'agisse d'une remise de dette ou d'une subvention, je ne vois pas quelle est la différence véritablement en termes de soutien. La remise de la dette est nécessaire, mais pas de notre part. Elle est exigée de ses créanciers. C'est le problème que nous essayons de résoudre entre-temps et c'est pourquoi j'ai parlé de liquidité, voyez-vous. Et parce qu'il y a un certain nombre de pays dont l'analyse de la viabilité de la dette effectuée par le FMI et la Banque mondiale montre qu'ils sont solvables, mais qu'ils ne sont pas encore au niveau de liquidité. Certains types de reprofilage de la dette apparaissent et vous avez vu que dans le cas du Kenya, par exemple, ils ont pu reprofiler cette obligation en euros parce que les marchés se sont ouverts pour eux, mais à un prix élevé. C'est aussi ce que nous avons pu faire. Mais ce que nous essayons de faire, et encore plus loin et plus avant, c'est de trouver un moyen de travailler avec un tel pays ou un autre qui peut avoir des problèmes de liquidité mais pas de solvabilité pour voir si nous pouvons justement faire 2 ou 3 choses avec eux, travailler sur leur politique de croissance, sur leurs ressources nationales, la mobilisation des ressources intérieures, travailler pour assurer des flux positifs nets vers ces 4 pays. J'ai parlé des 17,9 milliards nets. Eh bien, nous essayons de voir s'ils peuvent reprofiler leurs dettes et en ce moment, nous travaillons avec quelques pays pour reprofiler leurs dettes à un coût inférieur et prendre la différence pour investir dans le développement comme l'éducation, ce que vous appelleriez un échange de dettes contre développement. C'est le genre de choses qui font partie intégrante de notre boîte à outils et qui est de faire en sorte que maintenant nous allons l'examiner de près. Je vous remercie. Je voulais justement vous demander votre évaluation de la situation économique en Inde et le gouvernement va-t-il aller de l'avant avec les réformes qui s'imposent? Merci d'avoir posé cette question. Anna était en fait en Inde récemment et d'ailleurs j'y étais il y a peu de temps aussi, donc nous pouvons tous les deux vous aider à ce sujet et vous répondre. D'une manière générale, à mon niveau de réflexion, il ne fait aucun doute que le taux de croissance de l'Inde est l'un des plus brillants de l'économie mondiale. Et je pense qu'être capable de croître à 6,7% ou plus dans ce type d'environnement par an montre qu'ils ont en fait un certain nombre de choses pour en arriver là et donc un certain nombre d'actions qui ont été menées à bien. Comme vous le savez, une grande partie de cette croissance en Inde est tirée par la demande intérieure, ce qui est en quelque sorte un signe de bonne santé. Ce sur quoi l'Inde doit travailler, eh bien, le Premier ministre l'a exposé, ce sont les emplois et les questions de qualité de vie, comme l'air et la qualité de l'eau. Et nous sommes activement engagés avec eux sur ce terrain sur un nombre de sujets liés à ces questions. Et je pense que nous verrons plus de résultats en termes de projets dans les mois à venir à ce propos. Et d'ailleurs, Anna, à vous de le faire.
Oui, oui, mais tout à fait. Je pense qu'il faut justement s'adapter à ce que vous avez dit. Je pense qu'il faut juste s'adapter et justement une croissance absolument élevée, mais transformer la croissance en emploi et aussi en développement durable à bien des égards, c'est ce que nous nous efforçons de soutenir, évidemment avec le gouvernement, auprès du gouvernement. L'un des domaines sur lesquels j'ai passé pas mal de temps lorsque j'étais là-bas, c'était en fait l'aspect de la dimension de la participation des femmes au marché du travail. Parce que là, en Inde, il y a un potentiel énorme pour augmenter le niveau de participation des femmes. Et en fait, nous avons vu les chiffres qui montrent qu'en augmentant et même en atteignant la parité, vous pouvez ajouter encore plus de pourcentage au taux de croissance annuel, ce qui est bien, bien sûr très bon. Et de cette façon, vous pouvez générer aussi ce que nous trouvons très important, qui est l'autonomisation des femmes et davantage d'autonomisation des femmes. Et nous considérons qu'il s'agit là d'un objectif très très important. C'est donc un premier domaine. Le deuxième domaine est celui du développement durable, parce qu'il y a tellement de potentiel pour rendre les villes plus agréables à vivre, qu'il s'agisse de la qualité de l'air, de l'approvisionnement en eau, mais aussi de la planification urbaine. Eh bien, nous travaillons donc tous sur ces sujets et cela combine à la fois travail sur les services urbains, mais aussi sur le développement durable à faible émission de carbone et la lutte contre le changement climatique. Nous avons donc un programme très intéressant. Et nous en réjouissons d'ailleurs, parce que c'est une véritable transformation à vous, Ajay. Vous savez, l'autre chose que j'apprécie beaucoup, c'est que, et je l'ai vu d'ailleurs avec Marc Tarr, le directeur général de la SFI, de l'IFC plutôt, et qui était en Inde justement la semaine dernière. Et vous pouvez voir ça, couverture médiatique. Il a été très engagé dans un certain nombre d'opportunités de croissance en Inde avec l'IFC, y compris avec les petites et moyennes entreprises, mais aussi d'autres activités dans différents domaines, de l'agroalimentaire à l'énergie en passant par l'eau. Vous verrez ce que ces aspects donnent dans l'entretien qu'il accordera à la presse.